Dès les premières secondes, une tension presque imperceptible s'installe, comme une vibration sourde qui traverse chaque geste, chaque regard, chaque silence. Rien n'est laissé au hasard, et pourtant, tout semble fragile, prêt à basculer au moindre faux pas. Zoé, au cœur de ce dispositif risqué, avance avec cette détermination qu'elle s'est forgée au fil des épreuves, mais derrière cette assurance apparente se cache une inquiétude persistante, une sensation diffuse que quelque chose lui échappe encore. Dans les couloirs feutrés de l'hôtel, l'atmosphère est trompeuse, presque trop calme. Les lumières tamisées, les tapis épais, les murs insonorisés donnent l'illusion d'un monde hors du temps, alors qu'en réalité, chaque seconde rapproche la bande du point de non-retour. Zoé, en adoptant son rôle de jeune héritière venue profiter du spa, dissimule habilement ses intentions, mais son regard trahit une vigilance constante. Elle observe, elle analyse, elle anticipe. Rien ne doit lui échapper. Pendant ce temps, Aya se prépare à jouer une partition autrement plus délicate. Sa robe, élégante et parfaitement choisie, devient à la fois un atout et un piège. Le micro dissimulé dans son décolleté lui rappelle à chaque instant qu'elle n'est pas libre de ses mouvements, que chacun de ses mots peut être entendu, interprété, utilisé contre elle. Cette présence invisible agit comme une pression constante, amplifiant ses moindres émotions. Elle doit paraître naturelle, séduisante, confiante, tout en restant sur ses gardes. C'est alors que le jeu commence véritablement à se mettre en place. Autour de la table, les 5 joueurs prennent position, chacun enfermé dans son propre rôle, dans sa propre stratégie. L'ambiance, d'abord feutrée, se charge peu à peu d'électricité. Les regards se croisent, se défient, se testent. Wolf, au centre de ce dispositif, impose une autorité silencieuse. Il ne parle pas beaucoup, mais sa présence suffit à maintenir tout le monde sous tension. Avant même que la partie ne débute réellement, une règle s'impose, tous les téléphones doivent être déposés. Ce geste, en apparence anodin, marque une rupture. Il n'y a plus d'échappatoire, plus de contact avec l'extérieur. Chacun est désormais enfermé dans cet espace clos, soumis aux règles de Wolf. Aya, parfaitement consciente du danger, saisit cette opportunité pour glisser une information capitale. Elle évoque la présence d'un policier dans l'hôtel, mentionnant subtilement Patrick Nebout dans la chambre d'en face. Cette révélation, loin de provoquer la panique, semble au contraire renforcer la confiance de Wolf. Il accueille l'information avec un calme presque dérangeant, comme s'il avait déjà envisagé cette éventualité. Ce moment, bref mais crucial, installe un doute insidieux. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste ? Et si Wolf n'était pas simplement en train de réagir, mais d'anticiper chaque mouvement ? Dans un autre espace de l'hôtel, Babette Nebout et Patrick sont soudainement invités à quitter leur chambre pour profiter d'un parcours spa. L'annonce, présentée comme un privilège, cache en réalité une manœuvre bien plus calculée. Sans le savoir, ils sont écartés du cœur de l'action, éloignés au moment précis où leur présence pourrait tout faire basculer. Cette coïncidence apparente révèle en réalité l'influence de Wolf, sa capacité à manipuler l'environnement lui-même pour servir ses intérêts. Pendant ce temps, Romain, déguisé en serveur, évolue dans l'ombre. Sa position lui permet d'observer sans être remarqué, mais elle l'expose également à un danger constant. Chaque mouvement doit être maîtrisé, chaque regard évité. Il est là, au plus près du danger, témoin silencieux d'un jeu dont il connaît les enjeux mais dont il ne contrôle rien. Cette position intermédiaire, entre action et passivité, accentue encore la tension qui pèse sur lui. La partie commence enfin, mais très vite, quelque chose se fissure. Un détail, presque insignifiant en apparence, attire l'attention de Wolf. L'un des joueurs, un influenceur, a conservé sa montre connectée. Ce simple objet devient alors le déclencheur d'une explosion de colère. Wolf interrompt brutalement la partie, exige que tous les joueurs posent leurs mains sur la table. Sa voix, jusque-là mesurée, se transforme en une arme tranchante, chargée de méfiance et de mépris. Ce moment marque une rupture nette. L'illusion d'un jeu maîtrisé s'effondre, laissant place à une réalité beaucoup plus brutale. Wolf ne tolère pas la moindre trahison, le moindre écart. Son regard, dur et pénétrant, semble sonder chaque visage, chaque intention. Aya sent la tension monter en elle, son cœur s'accélère, mais elle doit rester impassible. Romain, de son côté, assiste à la scène avec une appréhension croissante. Il comprend que tout peut basculer en un instant. Pourtant, contre toute attente, la partie reprend. Comme si rien ne s'était passé. Comme si cette explosion n'était qu'un rappel, une démonstration de pouvoir destinée à remettre chacun à sa place. Mais derrière ce retour à la normale se cache une réalité bien plus inquiétante. Wolf a montré qu'il contrôlait tout, qu'il voyait tout, qu'il ne laissait rien passer. C'est dans cette atmosphère lourde, presque étouffante, que Zoé passe à l'action. Aidée par Jules et Romain,
Elle se dirige vers la chambre où se trouve le coffre. Chaque pas est calculé, chaque geste mesuré. Le silence devient un allié, mais aussi un ennemi. Il amplifie les bruits, les respirations, les battements de cœur. Arrivée devant le coffre, Zoé utilise l'empreinte de Wolf pour l'ouvrir. Le mécanisme cède, révélant enfin son contenu. Mais la surprise est immédiate. À l'intérieur, un second coffre. Plus petit, mais solidement fixé. Ce détail, imprévu, crée une faille dans la confiance de Zoé. Pour la première fois, elle hésite. Elle ne sait pas comment procéder. Le temps, soudain, devient un ennemi. Chaque seconde qui passe augmente le risque d'être découverte. C'est alors qu'un souvenir refait surface. Les conseils de Louis, sa voix, ses mots, sa manière de lui apprendre à se faire confiance. Zoé ferme les yeux un instant, tente de retrouver ce calme intérieur, cette certitude qu'elle peut y arriver. Et peu à peu, quelque chose change. Son geste devient plus assuré, son regard plus déterminé. Elle ne doute plus. Le coffre cède enfin. Les billets apparaissent, empilés, bien réels. Zoé les saisit avec une rapidité presque instinctive, les glisse dans son sac. À cet instant précis, tout semble fonctionner. Le plan, malgré les obstacles, semble réussir. Une montée d'adrénaline la traverse, un mélange de soulagement et d'excitation. Mais cette victoire est fragile. Presque illusoire. Car déjà, dans l'ombre, quelqu'un approche. Le basculement survient sans éclat apparent, mais avec une précision presque implacable, comme si chaque élément du plan atteignait simultanément son point critique. Zoé, encore penchée au-dessus du coffre qu'elle vient d'ouvrir, perçoit immédiatement ce changement d'atmosphère, cette tension qui se densifie et qui annonce un danger imminent sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Les liasses sont désormais dans son sac, soigneusement récupérées, et tout semble indiquer que l'opération a réussi, mais cette impression de victoire reste fragile, presque instable, comme suspendue à un détail encore invisible. Dans le couloir, un mouvement inattendu vient confirmer cette intuition. La porte s'ouvre, laissant apparaître un homme lié à Christophe Wolf, dont la présence modifie instantanément l'équilibre de la situation. Zoé comprend alors qu'elle ne dispose plus d'aucun espace pour hésiter, et que chaque seconde supplémentaire augmente le risque d'être prise au piège. Sans céder à la panique, elle réagit avec une rapidité dictée par l'instinct et par l'entraînement accumulé, cherchant immédiatement une issue qui ne passe pas par les chemins habituels. La fenêtre devient alors une échappatoire imposée par les circonstances, et non un choix préparé. Elle l'ouvre avec précaution, consciente du bruit que ce geste pourrait produire, puis se glisse à l'extérieur dans un mouvement contrôlé, malgré la précipitation intérieure qui l'envahit. Derrière elle, la menace se rapproche, mais elle parvient à disparaître avant que sa présence ne soit clairement identifiée, transformant ainsi une situation critique en une fuite maîtrisée, même si le danger reste omniprésent. Au même moment, l'alerte incendie se déclenche dans l'ensemble de l'établissement, et ce signal, initialement pensé comme une diversion, restructure entièrement l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Le calme apparent des lieux est remplacé par une agitation généralisée, où les clients quittent leur chambre dans un mouvement désordonné, créant un flux constant de silhouettes qui se croisent sans réellement se voir. Cette confusion devient un élément clé du plan, car elle dilue les responsabilités et rend toute observation précise quasiment impossible. Dans la salle de jeu, la réaction s'organise rapidement sous l'impulsion de Romain, toujours dissimulé derrière son rôle de serveur, qui utilise cette position pour orienter les réactions sans attirer l'attention sur lui. Son intervention, bien que mesurée, permet de structurer l'évacuation et d'éviter que la panique ne dégénère, tout en facilitant indirectement la fuite de Zoé. Cette double fonction, à la fois visible et invisible, souligne la complexité de sa position, car il doit agir sans jamais révéler ses véritables intentions. De son côté, Aya Konaté poursuit son rôle avec une rigueur constante, malgré la pression qui ne cesse de croître. Elle s'intègre au mouvement général, ajuste son comportement à celui des autres clients, et veille à ne laisser transparaître aucune information susceptible d'éveiller les soupçons. Son objectif reste inchangé, maintenir l'illusion jusqu'au bout, même si elle ne dispose d'aucune certitude sur l'issue réelle de l'opération. L'évacuation atteint progressivement l'ensemble de l'hôtel, et la présence de Patrick Nebou et de Babette Nebou parmi les clients renforce l'impression d'un chaos généralisé, tout en révélant indirectement l'efficacité du stratagème mis en place pour les écarter au moment décisif. Leur déplacement vers le spa, présenté comme une opportunité, apparaît désormais comme une manœuvre parfaitement orchestrée, destinée à neutraliser toute intervention extérieure. Dans cet environnement en mutation constante, chaque personnage tente de préserver son rôle, mais la situation échappe progressivement à tout contrôle apparent. La confusion ambiante, loin d'être un simple effet secondaire, devient un outil stratégique qui permet à la bande de se recomposer en dehors du regard de Wolf,
même si ce dernier commence déjà à percevoir les conséquences de ce qui vient de se produire. En effet, lorsque l'information concernant la disparition des billets lui parvient, la réaction de Wolf ne se manifeste pas immédiatement par une explosion visible, mais plutôt par une forme de concentration extrême. Il analyse la situation avec une rapidité remarquable, reconstituant mentalement les événements, identifiant les failles, et comprenant que ce qui vient de se produire dépasse le cadre d'un simple incident. Cette capacité à garder le contrôle, même dans un moment critique, révèle une maîtrise qui contraste fortement avec l'agitation environnante. Pendant ce temps, à l'extérieur, la bande commence à se regrouper dans un espace plus sécurisé, loin du tumulte de l'hôtel. Jules Langlois et Aya arrivent les premiers, encore marqués par l'intensité des événements, et leur attente se transforme rapidement en une tension silencieuse, centrée sur une seule question: Zoé a-t-elle réussi à sortir sans être repérée? L'arrivée de Romain, suivie de celle de Zoé, apporte une réponse immédiate à cette interrogation, et la vision du sac qu'elle transporte agit comme une confirmation visuelle du succès de l'opération. Ce moment, chargé d'émotions, marque une transition entre la peur et le soulagement, car tous comprennent qu'ils ont franchi une étape décisive sans subir de pertes immédiates. Cependant, cette impression de réussite reste fragile, car elle repose uniquement sur l'apparence des faits, sans que leur véracité ait encore été vérifiée. Zoé, en tenant le sac, incarne cette victoire, mais elle ressent également une forme de déséquilibre intérieur, comme si son instinct lui signalait que quelque chose n'était pas totalement cohérent. Ce sentiment, difficile à formuler, ne suffit pas à remettre en cause l'euphorie du groupe, mais il introduit une nuance qui annonce une possible remise en question. Dans ce contexte, le silence qui s'installe autour du sac prend une dimension particulière, car il ne s'agit plus seulement d'un objet contenant de l'argent, mais d'un symbole qui va déterminer la suite des événements. Tous les regards convergent vers Zoé, et l'instant devient suspendu, comme si chacun attendait la confirmation définitive que leurs efforts n'ont pas été vains. C'est précisément à cet instant que la situation atteint un point de bascule invisible, car l'ouverture du sac ne représente pas seulement une vérification, mais une révélation qui pourrait redéfinir entièrement la perception de ce qu'ils viennent de vivre. Le silence qui précède l'ouverture du sac n'a rien d'anodin, car il concentre en lui toute l'attention accumulée depuis le début de l'opération, transformant ce simple geste en un moment décisif où tout peut encore basculer. Zoé, placée au centre du groupe, sent le poids des regards posés sur elle, mais aussi celui de ses propres attentes, construites à partir de chaque risque qu'elle a pris, de chaque peur qu'elle a surmontée pour arriver jusqu'ici. Dans un mouvement mesuré, elle pose le sac devant elle, comme si elle cherchait à retarder l'instant de vérité, consciente sans vraiment l'admettre que ce qu'elle va découvrir ne correspondra peut-être pas à ce qu'elle espère. Ses mains, encore marquées par l'effort et l'adrénaline, s'attardent une seconde sur la fermeture, tandis que son esprit tente de se raccrocher à la logique du plan, à l'enchaînement des actions qui, jusqu'à présent, semblaient parfaitement cohérentes. Lorsqu'elle ouvre enfin le sac, le temps semble ralentir, et ce qui devait être une confirmation devient progressivement une révélation troublante. Les liasses sont bien là, disposées exactement comme elle les a prises, mais quelque chose ne correspond pas. L'apparence est correcte, le volume est identique, mais la texture, le poids, la rigidité du papier éveillent immédiatement un doute qui se transforme en certitude. Ce ne sont pas des billets. Ce constat ne s'impose pas brutalement, mais s'installe progressivement dans son esprit, comme une évidence qu'elle refuse d'accepter dans un premier temps. Elle saisit une liasse, la manipule, la regarde de plus près, espérant y trouver un détail qui invaliderait cette conclusion. Mais chaque vérification confirme la même réalité, ce qu'elle tient entre ses mains n'est qu'un assemblage de papier vierge, découpé pour imiter des billets sans jamais en être. Autour d'elle, le groupe passe lentement de l'attente à l'incompréhension. Jules Langlois est le premier à réagir, s'approchant pour vérifier par lui-même, incapable de croire que tout ce qu'ils viennent de risquer puisse se résumer à une illusion aussi parfaite. Aya Konaté, de son côté, observe en silence, son regard se durcissant à mesure que la réalité s'impose, comprenant que ce qu'il pensait être une victoire n'était en réalité qu'un piège. Zoé, quant à elle, reste figée, incapable de détourner le regard de ces liasses inutiles qui symbolisent désormais son échec. Elle tente de reconstruire mentalement le déroulement des événements, cherchant l'instant précis où tout a basculé, mais chaque étape semble pourtant logique, chaque action conforme au plan initial. Cette impossibilité de comprendre renforce encore le choc, car elle ne peut attribuer l'échec à une erreur évidente. Dans ce moment suspendu, une idée s'impose progressivement à tous, sans qu'elle ait besoin d'être formulée. Christophe Wolf les a devancés. Il ne s'est pas contenté de réagir à leur plan, il l'a anticipé, retourné contre eux, transformant leur propre stratégie en instrument de leur défaite.
Cette prise de conscience agit comme un coup de massue, car elle redéfinit entièrement la situation. Ils ne sont pas simplement victimes d'un imprévu, mais d'une manipulation plus vaste, orchestrée par quelqu'un qui connaissait suffisamment leurs intentions pour en exploiter chaque faille. Le coffre, les billets, la mise en scène. Tout a été conçu pour donner l'illusion d'un gain, tout en préparant la chute. Romain, encore marqué par la tension de l'évacuation, tente d'apporter une explication rationnelle, mais ses mots manquent de conviction, car lui aussi comprend que la situation dépasse ce qu'il avait envisagé. Son rôle, jusque-là maîtrisé, apparaît soudain insuffisant face à une intelligence stratégique qui les a placés en position de faiblesse dès le départ. Le regard de Zoé se vide peu à peu de toute expression, laissant place à une forme de sidération qui traduit l'ampleur du choc. Elle ne se contente pas de constater la perte de l'argent, elle ressent l'effondrement de tout ce que cette réussite représentait pour elle. Ce casse n'était pas seulement une opération, mais une preuve, une manière de se prouver à elle-même qu'elle était capable de maîtriser sa vie, de ne plus subir. Or, ce qu'elle découvre, c'est exactement l'inverse. Elle a été manipulée. Cette pensée s'installe lentement, mais avec une force implacable. Elle repense à chaque détail, à chaque regard de Wolf, à cette manière qu'il avait de contrôler l'espace autour de lui, et elle comprend que rien n'était laissé au hasard. Même sa propre réussite apparente faisait partie du plan. Dans ce contexte, le sentiment de trahison prend une dimension particulière, car il ne s'agit pas d'une trahison venant de l'intérieur du groupe, mais d'une domination extérieure qui les a utilisés comme des pièces dans un jeu dont ils ne connaissaient pas les règles. Cette prise de conscience renforce le déséquilibre entre eux et Wolf, transformant leur échec en démonstration de sa supériorité. Aya, en observant Zoé, perçoit immédiatement l'impact de cette révélation. Elle comprend que ce moment est plus qu'un simple revers, et qu'il risque de laisser une trace durable. Elle tente de garder une posture stable, de ne pas céder à la panique, mais son silence trahit une réflexion intense, orientée vers la suite, vers ce qu'ils peuvent encore faire après un tel échec. Jules, quant à lui, oscille entre colère et incompréhension, incapable d'accepter que tout se soit déroulé de cette manière. Pour lui, la logique du plan était solide, les risques calculés, et cette issue lui paraît injuste, presque irréelle. Pourtant, les preuves sont là, tangibles, impossibles à contester. Au centre de cette tension, Zoé reste immobile, tenant encore une liasse de faux billets, comme si elle refusait de la lâcher tant qu'elle n'aura pas trouvé une explication satisfaisante. Mais aucune explication ne vient, seulement cette évidence qui s'impose de plus en plus clairement, ils ont perdu. Et plus encore que la perte matérielle, c'est l'humiliation qui s'installe. Car Wolf ne s'est pas contenté de protéger son argent. Il a laissé faire. Il les a regardés réussir. Pour mieux les voir échouer. La chute ne se manifeste pas immédiatement par des cris ou des gestes brusques, mais par un silence lourd qui s'installe progressivement, comme si chacun cherchait à contenir l'ampleur de ce qui vient de se produire. L'échec n'est pas seulement visible dans ces liasses de papier sans valeur, il se lit dans les regards, dans les postures, dans cette manière qu'ont tous les membres du groupe d'éviter, pendant quelques secondes, de croiser les yeux des autres. Zoé, toujours immobile, reste enfermée dans cet instant où tout s'est effondré. Elle ne bouge presque pas, comme si son corps refusait de suivre la réalité qui vient de lui être imposée. Ce n'est pas une réaction immédiate de colère ou de désespoir, mais plutôt une forme de vide, une suspension intérieure où les émotions peinent encore à trouver leur place. Elle tente de comprendre, de reconstruire, mais chaque tentative la ramène à la même conclusion, implacable et froide. Elle a été dépassée. Autour d'elle, les autres commencent à réagir, mais leur réaction reste contenue, comme si chacun mesurait le poids de ses mots avant de les laisser sortir. Aya Konaté est la première à reprendre un semblant de contrôle, non pas en cherchant à minimiser la situation, mais en essayant d'en analyser les conséquences. Son regard, désormais plus dur, se fixe sur les faux billets, puis sur Zoé, avec une attention particulière, consciente que ce moment peut marquer un tournant pour elle. Romain, de son côté, tente d'apporter une lecture plus rationnelle de la situation, mais son discours reste fragile, car il repose sur des hypothèses qui ne tiennent pas face à la précision du piège dans lequel ils sont tombés. Il évoque la possibilité d'un échange préalable, d'un remplacement des billets avant leur arrivée, mais cette explication, bien que logique, ne suffit pas à atténuer la sensation d'avoir été manipulé à un niveau bien supérieur. Jules Langlois, lui, ne parvient pas à contenir entièrement sa frustration, même si elle ne se transforme pas en explosion. Il se détourne légèrement, passe une main sur son visage, comme pour évacuer la tension, mais son silence est plus révélateur que n'importe quelle parole. Il comprend que ce qu'ils viennent de vivre dépasse une simple erreur stratégique,
et cette prise de conscience alimente une colère sourde, dirigée autant contre Wolf que contre eux-mêmes. Dans cet espace restreint où ils se sont réfugiés, l'air semble plus lourd, presque étouffant, comme si l'échec avait modifié la perception même du lieu. Ce qui devait être un refuge devient un espace de confrontation avec la réalité, un endroit où chacun est contraint de faire face à ce qu'il a perdu, mais aussi à ce qu'il n'a pas su voir venir. Pendant ce temps, ailleurs, Christoph Wolf n'est pas dans la confusion, ni dans la panique, mais dans une forme de calme maîtrisé qui contraste fortement avec l'état de la bande. Lorsqu'il apprend la disparition apparente des billets, il ne réagit pas comme un homme pris au dépourvu, mais comme quelqu'un qui attendait précisément ce moment. Sa colère, déjà visible lors de la partie, ne disparaît pas, mais elle se transforme, se canalise, se concentre. Il ne cherche pas à vérifier immédiatement, car il sait déjà. Cette certitude, construite sur sa propre stratégie, lui permet de garder une longueur d'avance, même dans un moment où il pourrait sembler vulnérable. Il comprend que la bande pense avoir réussi, et cette illusion fait partie intégrante de son plan. Ce n'est pas seulement l'argent qui l'a protégé, mais le contrôle de la situation dans son ensemble. Cette domination invisible, basée sur l'anticipation plutôt que sur la réaction, crée un décalage profond entre lui et ceux qui ont tenté de le doubler. Là où Zoé et les autres doivent encore analyser ce qui s'est passé, Wolf, lui, est déjà passé à l'étape suivante. Il réfléchit aux conséquences, aux ajustements nécessaires, mais sans jamais perdre cette position de force qui lui permet de rester au-dessus du jeu. De retour à la planque, la tension évolue progressivement, passant de la sidération à une forme de lucidité douloureuse. Zoé, enfin, laisse échapper un léger mouvement, presque imperceptible, qui marque le début d'un retour à la réalité. Elle repose lentement la liasse qu'elle tenait, comme si ce geste symbolisait l'acceptation de l'échec, même si cette acceptation reste incomplète. Son regard se relève, mais il a changé. Ce n'est plus celui d'une jeune femme portée par l'adrénaline d'un coup réussi, mais celui de quelqu'un qui vient de comprendre que la maîtrise qu'elle croyait avoir n'était qu'une illusion. Cette transformation, silencieuse mais profonde, est sans doute la conséquence la plus marquante de ce qui vient de se produire. Aya observe cette évolution avec attention, consciente que ce moment peut déterminer la manière dont Zoé va réagir par la suite. Elle ne cherche pas à la consoler avec des mots faciles, car elle sait que ce type d'échec ne peut être atténué par des phrases toutes faites. Elle reste présente, stable, offrant une forme de soutien implicite, basée sur la compréhension plutôt que sur l'intervention. Romain, lui, commence à envisager les implications concrètes de cette situation. L'échec du casse ne signifie pas seulement la perte d'un objectif, mais aussi un risque accru. Wolf, désormais conscient qu'il a été ciblé, pourrait chercher à identifier les responsables, à remonter la piste, à rétablir son autorité. Cette perspective ajoute une nouvelle couche de tension, car elle transforme leur défaite en menace potentielle. Jules partage cette inquiétude, même s'il ne la formule pas immédiatement. Il comprend que leur erreur ne réside pas uniquement dans le fait d'avoir échoué, mais dans le fait d'avoir sous-estimé leur adversaire. Cette prise de conscience, tardive mais essentielle, modifie sa perception de la situation, et l'oblige à revoir ses propres certitudes. Au centre de ses réflexions, Zoé reste silencieuse, mais son silence n'est plus celui de la sidération. Il devient progressivement un espace de reconstruction, un moment où elle tente de redéfinir sa place, son rôle et surtout sa manière d'agir face à un adversaire comme Wolf. Ce processus est encore fragile, mais il marque déjà une évolution. Car au-delà de l'échec, ce qui se joue ici, c'est une confrontation entre deux logiques, celle de l'audace et celle du contrôle absolu. Et pour la première fois, Zoé comprend réellement la différence entre les deux. La nuit avance, mais elle n'apporte ni repos ni apaisement, seulement une clarté nouvelle, presque brutale, qui s'impose progressivement à tous les membres du groupe. L'agitation initiale a disparu, remplacée par une tension plus silencieuse, plus profonde, qui ne repose plus sur l'urgence de l'action mais sur la compréhension de ce qui vient de se produire. L'encasse est terminée, mais ses conséquences, elles, ne font que commencer. Zoé reste au centre de cette réalité, mais elle n'est plus la même que quelques heures auparavant. L'assurance qui guidait ses gestes s'est transformée en une lucidité plus froide, presque douloureuse, qui l'oblige à revoir chaque étape, chaque décision, chaque certitude. Elle ne cherche plus à nier l'évidence, ni à reconstruire une version alternative des faits. Elle accepte, même si cela lui coûte, que ce qu'elle a vécu n'était pas une victoire inachevée, mais un échec complet soigneusement orchestré. Ce processus d'acceptation ne passe pas par des mots, mais par une transformation intérieure progressive, qui se lit dans son regard, dans sa posture, dans la manière dont elle se détache lentement du sac posé devant elle.
Cet objet, qui symbolisait quelques instants plus tôt une réussite éclatante, devient désormais le rappel concret de sa vulnérabilité, de sa naïveté face à un adversaire qu'elle n'avait pas mesuré à sa juste valeur. Autour d'elle, le groupe s'adapte à cette nouvelle réalité, chacun à sa manière. Aya Konaté conserve une attitude stable, presque analytique, cherchant à tirer des enseignements plutôt qu'à s'attarder sur la déception immédiate. Elle comprend que l'erreur principale n'est pas d'avoir tenté le coup, mais de ne pas avoir envisagé que Wolf puisse en contrôler chaque paramètre. Cette prise de recul lui permet de rester ancrée, même si elle partage la même frustration que les autres. Romain, de son côté, se projette déjà dans les conséquences possibles de cet échec, car il perçoit clairement que la situation ne s'arrête pas à la perte de l'argent. Il sait que Christophe Wolf ne laissera pas passer une tentative de cette ampleur sans chercher à en comprendre les auteurs, et cette perspective transforme leur défaite en menace latente. Ce raisonnement, bien que pragmatique, ajoute une pression supplémentaire, car il implique que le danger n'est pas derrière eux, mais devant. Jules Langlois partage cette inquiétude, même s'il l'exprime différemment, à travers une agitation contenue, une difficulté à rester immobile face à une situation qu'il ne peut plus modifier. Il comprend que leur erreur ne réside pas uniquement dans l'exécution du plan, mais dans la manière dont ils ont sous-estimé la capacité de Wolf à anticiper leurs actions, à transformer leur stratégie en une illusion parfaitement crédible. Dans ce contexte, Zoé commence à percevoir les choses sous un angle différent. L'humiliation qu'elle ressent ne disparaît pas, mais elle évolue, se transforme en une forme de compréhension plus profonde de ce qui s'est réellement joué. Ce n'est pas seulement un échec personnel, mais une confrontation avec une logique qui dépasse la sienne, une manière d'agir basée sur le contrôle total, sur l'anticipation absolue, qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Cette prise de conscience agit comme un point de rupture, mais aussi comme un point de départ. Elle comprend que pour avancer, elle devra changer, non pas en abandonnant son audace, mais en l'accompagnant d'une réflexion plus structurée, plus stratégique. Cette évolution, encore à l'état d'ébauche, marque cependant une étape essentielle, car elle transforme l'échec en apprentissage, même si ce processus reste douloureux. Pendant ce temps, ailleurs, Christophe Wolf poursuit son propre cheminement, mais dans une dynamique totalement différente. Là où Zoé et les autres tentent encore de comprendre, lui est déjà dans la maîtrise des conséquences. Il n'a pas besoin de réagir avec précipitation, car il sait que son plan a fonctionné exactement comme prévu. Le faux coffre, les faux billets, la mise en scène. Tout a été pensé pour donner une illusion de réussite suffisamment crédible pour piéger ceux qui oseraient s'y attaquer. Cette maîtrise ne se traduit pas par une satisfaction visible, mais par une forme de calme froid, presque détaché, qui souligne la distance entre lui et ses adversaires. Il n'a pas seulement protégé son argent, il a imposé une leçon, une démonstration de pouvoir qui dépasse la simple logique matérielle. En laissant Zoé et sa bande croire à leur réussite avant de révéler la vérité, il a transformé leur tentative en humiliation contrôlée. De retour à la planque, cette réalité s'impose définitivement. Il n'y a plus d'espoir caché, plus de doute à lever. L'encasse est un échec total. Pourtant, dans cet échec, quelque chose a changé. Le groupe, bien que fragilisé, n'est pas détruit. Il est confronté à une réalité plus dure, mais aussi plus claire, qui pourrait, à terme, redéfinir sa manière d'agir. Zoé, en particulier, semble avoir franchi une étape invisible mais décisive. Elle ne parle pas, mais son regard, désormais plus ancré, laisse entrevoir une détermination différente, moins impulsive, plus réfléchie. Elle n'est plus dans la réaction immédiate, mais dans une forme de reconstruction intérieure qui pourrait, à terme, la rendre plus forte. La nuit se termine dans cette atmosphère particulière, où la défaite ne se dissout pas, mais se transforme lentement en matière à réflexion. Aucun triomphe, aucune consolation facile ne vient atténuer ce qu'ils ont vécu. Mais au cœur de cette expérience, une vérité s'impose, silencieuse mais durable. Face à un adversaire comme Wolf, l'audace seule ne suffit pas. Et pour Zoé, cette leçon, aussi dure soit-elle, pourrait bien être la première étape vers quelque chose de plus grand.